Diva FM 101.8 Diva FM. Bonjour, je suis ravie d'être à nouveau sur les ondes de Diva FM pour mon émission hebdomadaire Alice et vous. Le thème de ce jour est malheureusement le quotidien de certains hommes, car en effet, aujourd'hui, nous allons aborder le thème des victimes de violences conjugales, mais au masculin. Hier a eu lieu la journée contre les violences faites aux femmes, sujet que j'aborderai lors d'une prochaine émission, mais aujourd'hui, je décide de donner la parole à ceux qui, à mon goût, sont un peu trop oubliés. Nous avons donc aujourd'hui avec nous le président d'SOS Hommes Battus et un témoin qui vont nous expliquer ce qui existe réellement, et Jennifer vient en quelque sorte pousser la porte de mon cabinet pour poser les questions et pour vous représenter. Évidemment Alice, bonjour. Ravie d'être avec vous sur un thème qu'on a pu déjà avoir l'occasion de traiter. Un sujet qui avait fait sourire, oui, parce qu'on ne le prenait pas suffisamment au sérieux et on imaginait pas du tout que ça pouvait réellement exister et concerner autant de personnes. Alors il était important effectivement que ce thème vous puissiez aujourd'hui à nouveau l'évoquer. Effectivement, vous avez raison, hier c'était la journée de la violence faite aux femmes, mais pas que, elle existe aussi au masculin. Et cette violence, aujourd'hui, on va en avoir toutes les caractéristiques, comment elle peut démarrer dans le quotidien et on va dire dans la vie de deux personnes qui s'aiment à la base et qui ne devraient pas en arriver à ces choses-là. Et chose encore plus extraordinaire, vraiment, parce que la parole va être donnée à un témoin qui, à travers ce qu'il a vécu, nous dire et témoigner ce pourquoi aujourd'hui nous parlons. Alors Alice, je vais vous laisser. Est-ce que vous voulez qu'on accueille de suite nos invités ? Est-ce que vous voulez parler un petit peu déjà de qu'est-ce que c'est de cette violence ? Comment on la détermine ? À quel niveau on y arrive ? On peut dire que c'est de la violence ? Est-ce qu'il faut qu'elle soit de suite physique ? Non, pas forcément. Alors il est vrai qu'aujourd'hui nous allons peut-être axer sur ces violences physiques, mais pas que. Nous savons pertinemment que lorsqu'il y a violence physique, c'est qu'il y a un dysfonctionnement psychologique dû à des événements de vie ou à une structure à part entière, bien évidemment. Donc non, moi je préfère à la rigueur donner de suite la parole aux personnes qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Oui, vous avez raison. Alors, on commence par le représentant de l'association SOS Hommes Battus, voilà, qu'on avait eu le plaisir de recevoir dans l'émission C'est à savoir. Ulrich, qui, vous êtes le président de cette association. On avait vraiment fait énormément le tour de tout, mais on va une fois à nouveau reparler de votre association, quel est son but, quelle est sa fonction, et voilà, tout ce qu'il faudra savoir pour que nos auditeurs puissent, s'ils sont aussi bien dans le cas ou voir que la chose est sérieuse, voilà, qu'elle n'est pas à prendre du tout à la légère. Bonjour Ulrich. Bonjour à vous tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Vous savez que votre place elle est faite sur la radio Diva FM et que si elle peut apporter du réconfort à des personnes qui vivent la situation, votre place est normale et vous la retrouverez régulièrement, on vous l'assure. Merci. Alors Ulrich, SOS Hommes Battus, c'est une association qui existe depuis combien de temps ? Alors elle existe depuis juillet 2020, donc un tout petit peu plus de 1 an finalement. Alors le siège est enregistré à la préfecture de Marseille, mais néanmoins on rayonne à l'échelle nationale. Il nous arrive même d'avoir des coups de fil de l'étranger. Voilà. D'accord, de l'étranger, mais pays voisins ou francophones au sens large, ou des Français qui sont à l'étranger en expatriation, ça peut arriver également. D'accord, voilà. Bon, parce que peut-être il y a un problème autour de ça, peut-être qu'il n'y a pas assez de paroles données à ces personnes qui sont dans cette situation, parce que pour venir vous trouver en France alors qu'elles sont dans un autre pays ? Alors c'est un problème international, je dirais mondial plus exactement, hein. Le constat que nous faisons aujourd'hui en France n'en est pas moins le même ailleurs, que ce soit en Angleterre, en Suisse, en Allemagne, au Canada, en Amérique latine ou en Australie. Ce sont peut-être des points qu'on pourra aborder, mais aujourd'hui, je pense que la priorité n'en reste pas moins aux écoutants français et les transpositions sont faisables. Oui, on va pas dire que
un État français plus qu'un autre, plus que par exemple nos voisins italiens, espagnols, anglo-saxons ou allemands vont dire là-bas il y a plus ou moins de violence faites aux hommes. Alors les chiffres, hein, c'est un combat de tous les jours, mais finalement, est-ce réellement important ? Moi personnellement, et je pense que l'association également aussi, focalise plutôt sur la tendance. C'est-à-dire que de toute manière, une victime, qu'il y en ait une ou qu'il y en ait 1000 ou 1 million, ça change pas grand-chose au final. Ça change pas grand-chose parce que la personne, elle le vit. Et il faut lui trouver des solutions. Oui, des solutions. Alors, on avait vu dans cette émission, quand on en avait fait un petit peu le tour, Alice, dans la société, dans le collectif, voilà, qui est le nôtre, dans notre société, on n'arrive pas à s'imaginer qu'un homme, peut-être parce que la virilité, peut-être pour d'autres motifs, on n'arrive pas à s'imaginer que des hommes peuvent être battus par des femmes. Pourquoi cette mentalité assez fermée sur cette éventualité ? Déjà tout d'abord parce que nous sommes dans une société qui a été jusqu'à présent patriarcale, où l'homme a cette place, on va dire, d'autorité, donc on pourrait dire de pouvoir et quelquefois de domination au sein de la famille, et que de par les mœurs, il est peu entendable et peu acceptable pour beaucoup de personnes dans la société que ce rôle ne puisse avoir lieu. Qu'il puisse changer. En effet, on ne prend souvent pas assez en compte l'humain, je veux dire même de façon, on va dire, asexuée, avec certaines pathologies, avec certaines structures qui font que hommes ou femmes, on puisse être malheureusement destructeurs, manipulateurs, voire pervers, quoi. Oui, sadique. Non, mais c'est parce que quand on entend SOS hommes battus, de suite on pense forcément à la violence, à la violence qui est physique, parce que des violences finalement, il peut y en avoir de toutes les sortes. Elle peut être une violence morale, elle peut être une violence verbale. Il y en a tellement de ces violences. Mais c'est vrai que de suite quand on entend hommes battus, on se dit c'est des coups. Et des coups, ce n'est pas possible qu'un homme ne puisse pas les arrêter face à une femme. Tout à fait. Alors il y a effectivement le côté physique qui peut interroger les personnes, parce qu'on peut aussi s'imaginer qu'une femme, on va dire, violente physiquement est forcément une femme de forte corpulence, mais pas du tout. Mais en général, lorsque les femmes peuvent arriver à ces violences physiques, il y a bien évidemment violence psychologique. Il y a cette soumission qu'elle émet dans le couple, il y a ce qu'on avait parlé, il y a ce climat de peur qui est perpétuel, et c'est, on va dire, ces allers-retours avec ces humeurs instables qui font que l'homme face à elle est complètement déstabilisé. Et ensuite, en fonction de ce qui se joue chez l'homme victime, quelquefois, avant de se rendre compte de la situation dans laquelle dans laquelle il est vraiment, il peut se passer plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que l'homme pense être dans un couple d'amour, il se dit bon, c'est comme ça va passer, et finalement non. Alors est-ce que une femme qui un jour a porté la main sur son conjoint, une simple gifle à travers une dispute, est-ce que c'est de la violence ? Est-ce que c'est est-ce qu'on est dans ce schéma-là ? Alors oui, on est dans la violence, mais peut-être pas dans ce schéma-là. Je ne sais pas après si on parle. Est-ce que juste une gifle, on fait ça je sais pas, Ulrich, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais c'est vrai. Est-ce que ça arrive des fois une dispute? Et hop, une gifle, un mauvais geste, voilà, un mauvais geste, que ça soit dans les deux cas, on pourrait dire, que ça soit un homme envers une femme envers un homme. Est-ce que de suite, si on l'a fait une fois, on est considéré comme tel? C'est compliqué comme question. C'est très compliqué parce que ça dépend du prisme par lequel on approche la situation. Il y a l'aspect judiciaire, d'une part, se réfère à des articles de loi qui sont définis, codifiés. Et il y a, on va dire, tout le contexte moral et psychologique dans lequel la victime vit. Il est vrai que c'est un geste violent en soi. Est-il légitime ou pas ? C'est une discussion aujourd'hui qui est soulevée, en tout cas à l'échelle nationale et sociétale, du point de vue féminin. On en entend beaucoup parler.
Les cas de Jacqueline Sauvage, bon là c'est un cas extrême, certes, qui a été jusqu'au meurtre, mais néanmoins la question de la légitime défense se pose. Et j'ai tendance à utiliser cette métaphore qui est bien connue, acculer un chien au dos au mur, il va vous sauter à la gorge. N'importe quel être humain poussé à bout va réagir. Après, c'est comment va-t-il réagir? Et je pense que je l'avais abordé la dernière fois, il y a globalement 3 grandes manières de réagir. Une 4e est en train de voir le jour, mais l'un c'est de se plier, de figer. L'autre c'est de fuir. La 3e c'est de réagir physiquement, verbalement, enfin globalement, repousser l'agression par une agression inversée. Une 4e qui tend à voir, comme je disais, voir le jour, c'est le fait de se formater à l'exigence de son agresseur. C'est une forme de soumission. C'est une forme de soumission, une forme d'esclavagisme moderne. L'exemple le plus frappant, c'est les enfants esclaves. On en parle par exemple dans les pays du tiers-monde, dès lors où il y a des guérillas, les enfants, globalement, c'est tu prends la Kalachnikov ou je te zigouille, pour parler très crûment, il va le faire. Eh bien, tout simplement parce qu'il est en mode survie et qu'il a compris que pour survivre, il devait potentiellement tuer autrui. L'adulte, homme ou femme, et n'en est pas moins différent, peut-être aura plus de barrières et de résistance, mais comme tout être humain, suffit de travailler, de tirailler l'esprit de l'être humain suffisamment, avec suffisamment de répétition et d'intensité. À tel point d'accepter l'impensable. À tel point d'accepter l'impensable. Et il devient du coup le bras armé de son agresseur ou de son agresseuse. Donc la question est de toujours appréhender la violence via le prisme du contexte, de l'enchaînement des événements pour comprendre d'où c'est parti et pourquoi ça en est arrivé là. Il y a un point commun d'ailleurs à ça, je ne sais pas, Ulrich, Alice, si vous pouvez. Est-ce qu'il y a un point commun à ce départ justement pour arriver à la finalité de ces violences physiques? Est-ce qu'il y a un tronc commun qui commence à peu près tous de la même... Le scénario est quasiment le même pour tous. Moi, je pense pas forcément. Après, je sais pas ce que va en dire Ulrich. Si on parle précisément de est-ce que un jour mettre une claque ponctuelle dans la relation et être réellement violent. Admettons, on va aller dans des exemples un petit peu poussés. Si une femme est en couple avec un homme, que cet homme est infidèle, on va dire H24, et qu'un jour il la trompe peut-être, c'est dur ce que je veux dire, avec sa meilleure amie, avec sa soeur, avec sa mère. Est-ce que là, la femme pourrait avoir une pulsion de vouloir lui mettre une claque? Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être pas entendable ce que je dis, mais par contre, comme dit Ulrich, il faut vraiment voir le contexte lorsque cela arrive une fois. Mais dans le cas vraiment d'un homme vraiment qui subit la violence, qu'elle soit physique, verbale et morale de sa compagne, est-ce que ce schéma, ce scénario, il va commencer par est-ce qu'on a une femme assez castratrice, assez avec une forte personnalité, un fort caractère, qui va soumettre rapidement, qui va en arriver plus tard à des violences? Est-ce que c'est un portrait type, un schéma type d'une femme qui permet de caractériser cette violence? Alors, il va y avoir plusieurs réponses. Je vais laisser Ulrich parler, après Daniel, notre témoin. Moi, j'ai envie de dire non. Tout dépend. Quelquefois, ça peut être très insidieux. Quelquefois, la femme peut mettre beaucoup de temps à se révéler violente physiquement. Quelquefois, d'entrée, elle est castratrice. Tout dépend de ce couple. Il n'y a pas de portrait type. Alors, non. Après, c'est vraiment selon la pathologie de la personne. Voilà. Donc c'est pour ça que je voudrais entendre les différents... Oui, allez-y Ulrich pour répondre à cette question avant qu'on accueille notre témoin. Ouais, je dirais d'un point de vue psychologique et médical, effectivement, il y a différentes orientations qui mènent à ces schémas castrateurs et manipulateurs, pervers, violents, que ce soit l'homme ou la femme. C'est peut-être un point qu'on pourra détailler, mais c'est vrai que pour vulgariser, synthétiser, simplifier la situation, parce que ce sont tellement de notions complexes
que je vais l'avouer, je ne maîtrise pas non plus complètement. J'ai creusé la question, je me suis rapproché de professionnels tels que Alice. J'ai lu, j'ai visualisé des documentaires et autres. Il y a beaucoup de matière sur le plan anglo-saxon. Je dirais qu'ils ont une certaine avance sur nous francophones en la matière. Voilà. Donc, si on a l'avantage de pouvoir comprendre l'anglais, eh bien, c'est bénéfique parce que là, je vais pas dire qu'il y a foison, mais en tout cas, il y a du matériel. Mais donc, pour revenir à la simplification, je dirais que le terrain de l'insécurité, qui a potentiellement vient de l'enfance, qui est une dérive d'un fonctionnement dysfonctionnel de la parentalité envers sa fille ou son garçon, fait que plus tard ça peut être un terrain propice à des resurgences violentes dans le couple. Après, il y a des conditions médicales qui font que on va dire qu'importe l'éducation que l'enfant a eue, il y aura un terrain violent en finalité. Donc, je ne fais que paraphraser ce que Alice a dit. Oui, je comprends. Oui, il y a pas, on va dire un schéma type, un portrait type de la femme violente. Alors, il y en a plusieurs. On peut trouver des points communs. Voilà, c'est dans plusieurs histoires, mais il n'y a pas effectivement de schéma type. Alors, l'autre question, avant d'accueillir vite notre témoin, c'est, on a parlé du portrait type de celui qui donne cette violence, mais celui qui la reçoit. Est-ce que là, pour finir le débat qu'on était en train d'avoir, est-ce que le schéma de l'homme qui reçoit cette violence est dans l'idée de l'imaginaire collectif, une idée d'homme familièrement mauviette, voilà, si vous voulez ce que je veux dire, de dire il n'est pas capable de repousser sa femme, il n'est pas capable de rétorquer cette violence physique, cette violence verbale, voilà. Est-ce qu'on dit je vous dis ça parce que je suis certaine, et comme l'autre fois ça a été le cas, quand j'ai eu les résultats aussi de l'émission quand on a fait, de dire mais comment c'est possible qu'un homme il arrive à subir ça? C'est que il a grosso modo pas ce qu'il a au milieu des jambes pour pouvoir renvoyer cette violence et répondre à la personne. Alors ça, je laisserai Daniel en parler, mais il me semble que, comme je le disais tout à l'heure, qu'on ne se rende pas compte de suite. On ne se rend pas compte, on n'est pas dans la réalité de ce qui se joue. C'est pas quelqu'un qui se soumet facilement, qui a une faiblesse caractère, il y a pas ça? Alors franchement non, et puis il n'y a pas forcément de niveau social non plus. Vous voyez, ça se joue dans toutes les couches de la société. On peut être très intelligent, très ancré, socialement parlant, avec un super job intellectuel, et malgré tout avoir ce type de relation de couple à la maison. Et pour rebondir aussi par rapport à ce qu'Ulrich a dit, par contre là au profit de la victime, très souvent en effet il est intéressant d'aller chercher sur la façon dont a pu se construire la personne victime lors de son enfance. Après on peut être dans du transgénérationnel, maintenant vous me connaissez aussi Jennifer, oui. Mais avant toute chose, c'est d'essayer de comprendre comment s'est construit l'individu victime pour pouvoir être arrivé dans... Oui, qu'on ne soit pas dans un schéma répétitif, Alice. Vous voyez, justement, non, comme on disait, de dire alors, toujours subir ces violences-là, de toujours presque chercher les personnes qui... Oui, mais comme je disais, on peut, admettons, de 18 ans à 40 ans, avoir des relations, on va dire, plutôt équilibrées, pas trop dysfonctionnelles dans un couple. Et le jour où il y a cet inconscient qui refait surface, c'est peut-être qu'à 40 ans ou à 50 ans qu'on va tomber sur le profil de la personne qui va venir nous rappeler inconsciemment que on peut accepter quelquefois ce qu'on n'aurait pas dû par rapport à comment c'est construit. C'est pas forcément après Ulrich rajoutera quelque chose à ce sujet, mais ce n'est pas forcément répétitif et tout le long de sa vie. Lorsqu'on l'a vécu étant petit. C'est pas parce qu'on l'a subi une seule fois qu'on va toujours être dans le même schéma et reproduire à chaque fois cette violence. Je sais pas si vous êtes Ulrich. Alors, je dirais que il y a quand même un point commun que je note. Alors c'est un point commun à travers tous les témoignages. Oui, tous les témoignages et tous les appels que nous avons pu avoir, c'est la question de la faille, la faille personnelle. Alors, c'est quoi d'être dans une période où il y a... Ça peut être tout enfin ça englobe beaucoup de choses, la faille. Ça peut être effectivement le schéma de l'éducation, d'avoir été violenté en tant qu'enfant
et donc du coup ça a créé une faille latente chez la future victime, mais ça peut être un événement ponctuel aussi Dans sa vie. Une rupture précédente, une maladie, une perte d'emploi, enfin quelque chose qui nous a affaibli moralement et psychologiquement, qui nous a poussé en tant qu'individu à nous remettre en question, et dans ces phases de remise en question, on est instable. Et on est là justement pour se reconstruire et donc pour admettre de la nouvelle donnée d'entrée. Et face à des personnes perverses et manipulatrices, très souvent, c'est là où le bas blesse. Parce que elles le captent très vite. Et elles arrivent à point nommé dans ce contexte. Elles répondent aux besoins présents. Et la personne ne s'en rend absolument pas compte. En même temps, c'est bien ce que vous dites, Ulrich, et aussi vous, Alice, de dire que, voilà, à un moment donné, c'est vrai qu'on peut subir tout ça, mais parce que de déculpabiliser la personne, la victime, parce que c'est pas parce qu'elle a subi ça qu'elle en est la coupable, c'est elle qui a créé cette ambiance. Moi, j'aime pas cette notion de culpabilité, de responsabilité quand on est victime, qui est utilisée par beaucoup de confrères et consoeurs, mais on fait ce que l'on peut finalement, et après oui, c'est pas parce qu'on passe par une période un petit peu plus compliquée et que à ce moment-là on était plus fragilisé dans notre personne et que cette personne elle est venue à point nommé, quoi. Voilà, il faut être déculpabilisé si à un moment donné ça n'allait pas, et comme beaucoup d'ailleurs. J'utilise souvent des exemples, je pousse la réflexion à l'absurde, souvent pour faire passer un message. Est-ce que vous diriez à une femme qu'elle a été violée parce qu'elle a une jupe trop courte ou un décolleté trop pigeonnant? Non. La seule raison pour laquelle elle a été violée, c'est qu'il y avait un violeur en face. Ben là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand bien même il a une faille, oui, et on en a tous une. Suffit que la personne, n'importe qui, la trouve, appuie suffisamment dessus, il va la percer, la faille. Donc, de dire que quelqu'un a une faille, ça veut strictement rien dire. Ça veut dire simplement qu'on est un être humain. Maintenant, il faut quand même travailler dessus, les consolider. Et là, oui, c'est intéressant, c'est constructif. Ça permet justement à la victime de pouvoir rebondir et de retrouver une certaine forme de sérénité. Et de comprendre aussi à quel moment ça s'est passé, parce qu'on a vécu ça, qu'on en est arrivé à là aussi. Voilà. C'est de refaire le chemin à l'envers, de dire ne vous inquiétez pas, comme vous diriez de la personne qui a été violée. C'est pas parce que vous avez porté une jupe trop courte que vous en êtes la responsable. Mais malgré tout, Ulrich, il faut quand même se dire que c'est un dialogue qui a un petit peu changé, parce que à une époque on disait ça. On disait mais madame, qu'est-ce que vous foutiez à minuit dans la rue, habillée comme ça? Vous attirez les prédateurs. Donc à une époque on le faisait quand même. Aujourd'hui c'est quasiment plus, mais je pense qu'il y a encore quelques arriérés d'esprit qui seraient capables de le dire, parce que pour moi c'est des arriérés. Mais comme aujourd'hui on le dirait pour des hommes, de dire mais comment tu peux subir ça, même que tu étais en dépression, t'as pas à subir ça. Je pense qu'il y en a que psychologiquement ils le diraient pour détruire. Enfin, ça nous détruit d'entendre quelque chose comme ça. Hein. Oui, là, je vais pas dire que j'accuse, mais j'expliquerai au travers du conditionnement sociétal, le fameux patriarcal, ce mot, ce vilain mot qui est cité à tout. Je préfère représentation sociale. Voilà, c'est-à-dire que hommes et femmes ont évolué dans une société qui s'est construite au fil de l'eau et qui a cristallisé sur des responsabilités très distinctes chez l'homme et chez la femme. Ça, le transgénérationnel dont Alice est clairement une bonne spécialiste aussi. Voilà, ne vient pas aider non plus, parce que de grands-parents à parents à enfants, ça se transmet. Ce sont des ambiances familiales dans lesquelles on évolue. Quand on va à l'école en tant qu'enfant, on continue d'évoluer avec d'autres camarades de classe, voire des enseignants qui eux-mêmes ont évolué dans ce contexte-là. Et donc du coup, on finit par véhiculer la même idée. Hein. Là où il n'y a qu'une seule cloche, on n'entend qu'un seul son. On dit qu'on évolue au fur et à mesure normalement. Dans les nouvelles sociétés. L'évolution, elle est lente. C'est de l'ordre de la décennie, voire du siècle, je pense. Et malheureusement, l'urgence humaine à l'échelle de l'individu unique, elle est immédiate. Le besoin est maintenant, pas dans 10 ans, pas dans 100 ans, il sera plus là. Sauf que il y a ce choc de cadence
entre le besoin de l'être humain singulier et de la société au global. Et ça, c'est aussi un accompagnement délicat lorsqu'on a des victimes au téléphone et qu'on les accompagne sur le long terme. C'est aussi de venir les renforcer moralement pour qu'ils puissent tenir sur la longueur, parce que fort probablement qu'ils vont pas avoir juste les violences de leur compagne ou de leur ex-compagne, ils auront peut-être même les violences de toute une société, de toute une administration et de toute une institution derrière. Le fameux jugement, le regard. C'est ça. Avant de continuer, moi j'aimerais bien qu'on introduise Daniel, justement, avant qu'il nous raconte son histoire, quant au sujet justement des fameuses pathologies ou des profils, type ou pas, de personnes agresseuses, parce que bon, cette personne, Daniel, fait actuellement beaucoup de recherches sur ce qui se joue à ce niveau-là, et voilà, j'aimerais bien qu'on en parle, effectivement. Bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aujourd'hui avec nous dans dans ce témoignage, un témoignage fort qui va être, je pense, assez impactant dans cette émission, puisque vous témoignez donc à travers ce que vous avez vécu, mais aussi dans la rédemption, j'ai envie de dire, puisque à travers ce que vous avez vécu, vous avez voulu en comprendre les raisons et de pourquoi ces violences-là, et j'ai été époustouflée par le travail que on a même là sur le plateau, et je pense qu'il n'y a qu'une partie de ce que vous avez fait. Alors Daniel, si on peut aborder la chose sans difficulté, j'espère pour vous, même si j'imagine que bien oui, vous avez été donc victime de violences conjugales avec votre compagne, et pourtant, vous deviez vous aimer, vous avez commencé une vie de couple tout à fait commune. On a eu 20 ans de vie commune. Les violences physiques ont réellement commencé régulièrement au bout de 10 ans, avec l'arrivée d'un premier enfant. Vous avez parlé de la mort. C'est un mot sur lequel je m'arrêterai, parce que ce genre de profil de personne n'est pas réellement capable d'aimer, ne sait pas ce que c'est d'aimer. Donc on peut avoir en quelque sorte une illusion là-dessus. Oui, pourtant ça en avait tout l'aspect, tout le goût, toute la saveur pourtant au départ, quand vous avez commencé cette vie commune avec cette personne. Il y avait des signes qui auraient dû m'alerter peut-être, mais bon, enfin, on ne sait pas forcément. On va pas refaire le passé, ça c'est voilà, certain. On ne sait pas forcément les lire. Mais vous vous êtes abandonné dans cette relation au départ. Vous vous êtes abandonné dans la relation, vous avez donné votre confiance, vous avez pas réfléchi, sur cette éventualité de ce qui aurait pu un jour arriver. L'idée que j'avais affaire à quelqu'un avec ce genre de profil m'a jamais traversé l'esprit, parce que je n'imaginais même pas qu'il y avait des personnes comme ça en dehors des films d'horreur ou autres. Bon, on n'imagine pas. On a du mal à imaginer que l'autre n'est pas comme soi. Pourtant, Daniel, vous avez eu des précédentes relations avant celle-ci. Oui. Vous avez jamais subi tout ça. Je veux dire, Non. ça n'a pas été quelque chose qui a été répété, de dire bon, mais vous avez une fois subi ça, mais avant vous en aviez subi d'autres. Non, vous aviez eu des relations tout à fait normales, même qu'elles se sont achevées, peu importe, comme tout le monde. Hein. Donc il n'y avait jamais eu autre, on va dire, signe qui aurait pu dire que vous êtes dans un schéma répétitif, pas du tout. C'est un schéma répétitif dans la mesure où je l'ai vu dans ma famille, je crois qu'on dit d'origine. Voilà. Ah oui, dans Oui. votre famille. Oui. Vous pouvez en dire plus? Oui. Sans rentrer vraiment dans l'intimité, Sans rentrer vraiment mais dans les détails. J'ai un père qui est tout au moins narcissique vulnérable. C'est tout au moins des traits. Bon, c'est pas quelqu'un qui est grave. Il y a des violences psychologiques, même si on n'a pas physique. Et c'est également un alcoolique. Donc voilà. Et alors Alice, je rebondis sur ça a une cause à effet, parce que Daniel a subi ça dans son enfance. Alors, Daniel a grandi dans un environnement effectivement avec un père, voilà, qui n'était pas forcément facile, accessible, disponible, avec ses différents traits de caractère qui pouvaient
temps en temps peut-être approcher la perversité. Donc, comme il le dit, il n'a pas vécu de violence physique, mais il y avait un climat qui était là et qui était prédisposant. Voilà. Mais pareil, le climat dans lequel il a grandi, on a peut-être pris conscience que sur le tard dans sa vie d'adulte, parce qu'on ne se pose pas la question, on peut réaliser ce qu'on vit quand on est enfant. Oui, mais que ça n'a pas une importance après dans la réalisation de soi, pour son avenir. Aucunement, même au niveau familial, personne n'y avait jamais pensé. Je veux dire, je pense que c'est maintenant que tout est en train de réellement à force se de poser. Décortiquer. Allez-y, Ulrich. Oui, et je dirais que le fait de vivre, qu'importe la forme de la violence étant enfant, crée un précédent, crée une norme pour l'enfant, parce que lui, il estime que ce qu'il vit, c'est la normalité. Personne. En même temps, c'est sa seule référence. C'est sa seule référence. Ce qui fait qu'arrivé à l'âge adulte, si on vient à revivre des violences, bien. On les normalise. On les normalise, on les minimise nous-mêmes en disant bien c'est la vie, c'est ainsi, puis c'est comme ça parce qu'on ne connaît rien d'autre. Et je vois que Daniel acquiesce totalement tout ça. C'est ce que vous pensez, Daniel ? C'est exactement cela. Oui, c'est ce qui ressort énormément. Petite anecdote, pour avoir été moi-même diagnostiqué par un psychiatre, c'est exactement la même chose qui est ressortie. Vous avez trouvé en votre ex-compagne, l'identique de votre père. Voilà. Donc, à demi-mot... C'était juste la personne qu'il fallait pas rencontrer, quoi, en quelque sorte, hein, et qui a mis le doigt là où il fallait pas aussi, parce que de faire ressurgir ça, on n'aurait pu jamais la rencontrer, cette personne, Alice, par exemple, ou à un moment donné, c'est notre destinée. Alors, ça c'est la question. Vous me connaissez avec mes croyances quant à l'inconscient. Voilà, s'il y a quelque chose à venir réparer ou dans la famille ou à venir comprendre de son histoire, c'est de cette façon que malheureusement on va être limite obligé dans notre parcours de vie de se confronter à de telles personnes. On n'a tellement pas envie. Alors, mais c'est qu'il y a de fortes chances de rencontrer de telles personnes. On les attire, Daniel, c'est quoi l'histoire Alors, est-ce qu'on les attire Oui, non, certainement à un certain niveau, mais simplement en termes de la probabilité de croiser des personnes qui ont des conditions qui, en gros, c'est un déficit d'empathie affective qui est à la base. Donc, c'est ce qu'on retrouve avec le borderline, c'est ce qu'on trouve avec le narcissique, qui soit grandiose, vulnérable, pervers. Donc, ça, c'est avec un peu une bonne dose de sadisme en plus, ou que ça soit carrément un psychopathe. C'est à peu près les estimations. Alors, je crois que ça a été fait dernièrement en Grande-Bretagne, et c'est entre 0,6 et 1% de la population. Aux États-Unis, c'est plutôt estimé entre 1 et 2% de la population qui sont atteints de niveau clinique de psychopathie. Et bien que ceux qui sont plus dans le facteur 2, donc plus dans l'impulsivité, vont passer une bonne partie de la vie en prison, ceux qui sont plus dans la maîtrise de soi, le contrôle, sont en vaste majorité en liberté dans la société. Et c'est pervers, on se dit, mais mon Dieu, il n'y en a pas si tant que ça, parce que même si vous disiez 1%... Ça, c'est juste pour les personnes qui arrivent au niveau diagnosticable psychopathie. Il faut y aller, pour arriver là. Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord. Et quand on voit le nombre d'habitants aux États-Unis, je suis 1% de 300 millions d'habitants. Même 1%, même si c'est pas 2. C'est ça. Donc, on va dire... de tomber sur ce 1%, donc c'est ça qui est fou quand même. Il y a des chances. Mm-hmm. C'est 1 sur 100, vous allez forcément croiser plus que 100 personnes dans votre vie. Et ces gens-là sont de redoutables prédateurs, enfin les pervers narcissiques aussi, parce qu'il y a du chevauchement. Il y a eu des expériences où on a filmé les personnes qui marchaient sans la tête, juste derrière, on les a filmés, et on les a montrés à des groupes de contrôle, des groupes de psychopathes. Et le psychopathe, immédiatement, identifie les personnes qui sont vulnérables. À la démarche ? Rien qu'à la démarche. Sans parler d'autres indices, ça marche aussi. Donc, ce sont de redoutables prédateurs. Alors, ils sont dépourvus, presque, d'empathie affective, mais ils sont loin d'être dépourvus d'empathie cognitive. Alors, l'empathie affective, c'est ce qu'on ressent en soi-même. Quelqu'un se fait mal, on se sent mal pour lui.
L'empathie cognitive, c'est la capacité à comprendre sur un niveau, on va dire plutôt théorique, ce que pense l'autre. C'est une théorie Oui, c'est presque un miroir, quoi. C'est d'arriver à de savoir l'autre ce qu'il pense. C'est presque de dire, je comprends ce qu'il a dans sa tête et comment il vit les choses et il les ressent. Donc, s'il détecte une faiblesse, et de ils suite. sont très forts parce qu'ils n'ont que ça pour comprendre le monde qui leur entoure. Donc, ils ont eu toute une vie pour bien améliorer leur capacité. Et donc, ça amène fatalement, puisqu'il n'y a pas d'empathie affective, et ça les gêne pas de manipuler. Donc, ce sont d'habiles manipulateurs. Et bon, ça, c'est le cas extrême. On parle de psychopathie, mais il y a une continuité quand même. Donc, on retrouve bon, notamment sur la partie qui est plus contrôlante, les narcissiques grandioses, ce qui ont un peu moins de contrôle sur eux-mêmes, sur l'environnement, c'est les narcissiques vulnérables. Puis ceux qui ont vraiment très très peu de contrôle sur ça, on retrouve le borderline, classiquement. Le borderline correspond bien avec, en plus grave, avec quelqu'un qui est un dominant facteur 2 en psychopathie. Donc c'est la personne qui est impulsive, qui ne maîtrise pas grand-chose, qui se maîtrise surtout pas. Voilà. Et donc on retrouve moins grave que quelqu'un qui est diagnosticable psychopathe, mais on retrouve la même chose. On retrouve ce déficit d'empathie affective. Donc la personne qui est bien prête à manipuler les autres, qui a ses capacités à faire, parce qu'elle marche effectivement à l'empathie cognitive. Voilà. Et donc c'est simplement un peu atténué. Bon, des estimations par rapport à la fréquence du narcissisme au sein des sociétés, c'est entre 4 et 6% généralement, sans même parler du borderline. Alors, donc ça peut étonner, mais c'est incroyablement oui, même si ça paraît pas énorme, mais en fait, finalement, oui, Alice. Oui, finalement, par rapport à ce que l'on peut penser, ce qui peut se dire, il y a ces personnes qui sont diagnosticables et diagnostiquées, mais il y a, on va dire, tous les autres qui sont finalement plus dangereux parce que intégrés et vivants au milieu de nous dans la société. On les identifie pas, je veux dire. Voilà. Non. Après, si on devait identifier tout le monde. Voilà. Non. Mais alors, ce qui est fou, c'est que Daniel, vous êtes devenu quasiment un spécialiste et je pense que c'est votre. Je n'irai pas jusqu'à là. Je pense pas que toutes les personnes qui ont subi ce que vous avez subi, je pense qu'Ulrich le dira, et tous les témoignages et toutes les personnes qu'il a pu voir et avec lesquelles il a échangé, avoir ces réponses-là et cette conscience de l'état des choses. Daniel, donc vous avez rencontré cette personne, 20 ans de vie commune, et on se dit pourquoi tant d'années, pourquoi subir l'impensable, même si on a compris, on va dire peut-être pourquoi ce qui vous a construit vous a permis peut-être d'accepter l'inacceptable, mais pourquoi à un moment donné continuer, et pourquoi à un moment donné dire non, stop. Comment on est arrivé dans tout ça? Beaucoup de questions. Eh oui, je sais. C'est parce qu'en fait, je voudrais que vraiment vous racontiez tout ce déroulement. Il y a une première supposition dans ce que vous avez dit, c'est qu'on comprend que vous comprenez ce qui vous arrive. Et très souvent, ce n'est pas le cas. Alors, il y a une bonne partie de déni. Alors, quand il s'agit d'une victime masculine, j'ai lu plusieurs articles là-dessus, c'est que tout simplement, la victime masculine ne peut pas se considérer en tant que victime parce que c'est impensable que la victime masculine existe. Donc, on fait un blocage. Même pour la personne qui le vit, elle se dit qu'elle peut pas être une victime, que c'est pas dans... Je vous donne un exemple. Il y avait un article que j'avais lu qui est intitulé quelque chose du genre je suis un homme, je ne peux pas être victime. C'était ce que quelqu'un avait raconté à une association qui est l'équivalent des SOS Combattus en Grande-Bretagne. Pour lui, c'était inconcevable. Alors, dans cet article-là, en fait, c'était le journaliste qui ne pouvait pas imaginer que... Non, ça c'est un article universitaire. D'accord. Donc c'était pas un journaliste, c'était un chercheur. C'est une citation prise auprès d'une association, parmi d'autres, et c'est un article parmi bien d'autres que j'ai lu à ce sujet-là. D'accord.
Alice? Pardon Ulrich. Oui, c'était pour répondre à votre question, si vous la posiez directement à Daniel. C'est est-ce qu'il comprenait qu'il était dans cette situation lorsqu'il était en couple? J'ai envie de dire non. Oui, parce qu'on comprend le déni, on comprend le déni et que justement, comme là, cette étude, cet article universitaire le dit, qu'un homme ne peut pas être victime. Ça, on l'a détaillé déjà en début d'émission, mais c'est de se dire, on part sur un schéma heureux, on est en couple, on construit, on bâtit ensemble, on est dans une vie où on souhaite faire une famille. C'est tout le problème. C'est tout le problème. Puisque on est dans une situation où on a des intérêts en commun. Et vous allez vous en souvenir que je vous ai dit qu'il n'y avait pas vraiment de violence physique, enfin surtout pas régulier, jusqu'à l'arrivée d'un premier enfant. Alors ça, c'est un schéma classique, puisque la menace devient « tu ne verras plus jamais le petit ou la petite ». Et donc on a intérêt à se tenir à carreau. Alors quelque part ça pourrait être subi par tous aujourd'hui, Alice, parce que les situations de divorce, on en a parlé dans les précédentes émissions, ce fameux chantage de dire si tu fais pas comme ça, tu verras plus ton enfant, mais aujourd'hui la justice permet que non. Alors on n'a jamais dit que c'était sain d'avoir un tel chantage affectif. Effectivement, on le retrouve au sein de tout type de couple avec d'autres pathologies, mais là justement, si on parlait de points en commun tout à l'heure, dès qu'il y a enfant, il y a enjeu. Donc là, si on parle des femmes dysfonctionnelles, c'est là qu'elles prennent une puissance autre et un pouvoir différent. En otage l'amour de son enfant, en quelque sorte. Mais cette perte, alors je vous fais toujours pareil la question de se dire, il y a des gens qui nous écoutent, ils vont dire, mais Daniel, quand elle vous faisait ce chantage-là, si vous aviez voulu vous séparer, la justice vous aurez donné raison, vous auriez continué à avoir. Je vous arrête tout de suite parce que ça marche pas comme ça. Rigolez. Ça je ne le marche sais pourquoi, pas parce comme que ça. vous le vivez et que c'est pas comme ça que ça marche, je le sais. Mais vous savez que je fais la parole de ceux qui pensent et qui vont se dire ça. Je le sais. Et si je leur répondais? Répondez, allez-y. Voilà. Alors. Comment expliquer? Alors, Ulrich a dit que finalement les chiffres ne sont pas très importants. Au contraire, je pense que les chiffres sont extrêmement importants. En ce qui concerne les violences conjugales, étude après étude, depuis plus de 40 ans maintenant, montrent que en termes de quantité, les hommes subissent autant, voire plus de violences que les femmes. Oui, c'est assez étonnant, et je vous expliquerai pourquoi. Qualitativement, ce n'est pas le cas. C'est bien plus grave. Les violences à l'encontre des femmes sont généralement bien plus graves. Ironiquement, c'est très souvent cette conscience de la force qu'ils puissent avoir qui empêche les hommes de riposter. D'accord. C'est en quelque sorte le fait d'être élevé comme ça, on ne frappe pas une femme, qui fait que on ne frappe pas une femme. D'accord, j'ai bien compris. En fait, par rapport à ce que les femmes subissent, en fait, elles subiraient moins de violences que les hommes, mais quand les femmes les subissent, le fait de pouvoir égal, c'est plus ou moins égal, ou un peu plus la violence des femmes, quantitativement, mais pas qualitativement. Qualitativement, elles subissent plus parce qu'elles ont moins de force à se révolter et à se défendre. Non, c'est parce que les hommes ont plus. Un homme qui frappe, il va avoir plus de masse musculaire, il est en moyenne plus grand. Et vous voulez dire que tout simplement, physiquement, il va beaucoup plus faire mal. Physiquement, il va faire plus de dégâts qu'une femme. Alors, c'est pas faute d'essai de la part des femmes, puisqu'elles sont bien adeptes de sortir des couteaux, des objets tranchants, des jets d'objets, c'est plus fréquent chez les femmes. Il y a deux stratégies que les femmes utilisent avec habileté, je dirais. C'est de frapper la nuit, quand vous dormez, et de viser les parties génitales. Alors j'ai eu droit aux deux avec des coups de poing dans les testicules pendant mon sommeil. Alors là, je vais faire encore une fois l'avocat du diable. Un homme vous dirait, mais tu lui redonnes la même, quoi. Je veux dire, elle cherche à te faire mal comme ça. J'ai fini par ne pas lui donner le même. C'était au mois de janvier 2020 où j'ai eu 2 coups de poing dans le nez. Et là, j'ai craqué. Et je lui ai mis deux coups de poing, que j'espère n'étaient pas plus forts que ses coups à elle, au niveau du flanc. Elle était un peu étonnée. Elle n'a pas trop apprécié, mais ça l'a pas arrêté. Par contre, moi, ça m'a arrêté, parce que j'étais parti dormir sur le sofa avec quand même une grande sensation de honte.
Et de dire que vous en étiez arrivé à la violence. Vous aviez qu'au presque honte, qu'au vous bout de 10 ans, non, j'ai eu carrément honte de frapper. Mais c'est fou quand même. Au bout de 10 ans, mais c'est fou. Et c'était contre-productif en plus. Alice, vous pouvez réagir par rapport à ça. Je veux dire, c'est fou. Il subit, il accepte tout. Je veux dire, et le jour où il se révolte pour dire bon, mais maintenant stop, ça serait presque la moindre des choses, c'est de la défense. Je veux dire, il dit j'ai honte. Donc il y a le côté déjà de la valeur sociétale dont on a parlé tout à l'heure, où ça ne se fait pas qu'un homme frappe une femme, mais bon, arrêtez-moi si je me trompe, mais aussi de se dire finalement je suis comme elle ou je fais comme elle, c'est pas très réjouissant lorsqu'on est aussi une victime. Parce qu'on devient comme l'autre, le bourreau. C'est ça. On se met au même niveau. Et c'est pour ça qu'il y a double peine au niveau de la honte. D'accord, parce qu'on se dit qu'on ressemble à celui finalement qui nous torture et qu'on n'a pas du tout envie d'y ressembler si on en vient là. C'est ça. Mais alors que quelque part c'est de la défense, Daniel. Vous vous défendez. Non, parce que ça ne servait à rien. Et lorsque on voit, alors il y a des cas en violence conjugale où effectivement c'est de la défense, mais il y a bien beaucoup d'études là-dessus. On va essayer ça une fois. Et surtout chez la femme, généralement, ça s'empire. Elles sont frappées encore plus fortes. Et donc, l'autodéfense comme ça marche pas. Donc, généralement, la deuxième fois qu'elles essaient, c'est qu'il y a un décès. C'est l'un ou l'autre qui décède. Et oui, généralement, c'est vrai que ça se suit de drames. Et on l'entend assez régulièrement, malheureusement. Alors, tout à l'heure, vous souriez et j'ai vu comme vous aviez réagi par rapport à la justice. On se dit que la justice, elle est bien faite et qu'elle défend. Elle défend les hommes, même si je pense que si vous deviez appeler à l'aide, pas grand monde devait vous croire. Parce que justement... C'est exactement le souci. Et j'ai commencé à vous parler de chiffres et pourquoi c'est important. Puisque justement, quand on regarde que des condamnations pour violence conjugale à l'encontre des femmes représentent à peu près 5% du total, on comprend aisément qu'il y a un décalage énorme entre le nombre de victimes et le nombre de condamnations. Et mon expérience de la justice a été tout simplement que le juge a dit « Mais monsieur, vous êtes un homme intelligent. Donc doublement impossible que vous avez subi ce que vous avez subi. » C'est comme on disait autrefois aux femmes « Pourquoi, madame, n'êtes-vous pas partie ?» Eh ben, c'est pas aussi simple que ça. C'est accusateur, elle dit ça complètement. Ça détruit l'âme, moi j'ai envie de dire. C'est très compliqué. Parce que vous êtes bête, monsieur, quand même. Vous êtes intelligent, vous êtes instruit, vous êtes diplômé. Pourquoi subir tout ça, quoi ? Boum. Donc c'est impossible. Ça n'a pas eu lieu. Puisque vous êtes un homme, puisque vous êtes intelligent, vous n'avez pas pu subir ça. Vous avez inventé. C'est culpabilisant et dévastateur lorsqu'il y a justement ces procès, lorsqu'il y a ces jugements qui ont lieu, lorsque les juges ou autres arrivent à utiliser, on va dire, ce genre de termes. Ils sont bien juges, mais ils sont pas là pour juger, ils sont là pour constater. Je veux dire quand même, il faut pas qu'ils jugent par leur personne. C'est quand même. Oui, mais c'est ce qui s'est passé. C'est encore pire, puisque j'ai fait un passage à l'unité médico-judiciaire qui a justement parlé du retentissement psychiatrique. J'ai quand même fait 6 semaines d'hôpital psychiatrique, 1 an et demi d'arrêt maladie. Je suis de retour au travail, mais à mi-temps thérapeutique. Bon, c'est loin d'être fini. Et donc, il fallait un examen psychiatrique pour mettre en évidence tous ces dégâts. Le tribunal a carrément bloqué ça. C'est au point que le tribunal ne voulait rien savoir et ne voulait pas se doter des moyens qui pouvaient mettre en évidence le fait que ça a réellement eu lieu. Il y a un déni total. C'est ce que j'imagine, la parole Ulrich de Daniel, c'est le 99% des personnes qui vous appellent. Oui, alors je pourrais pas sortir des chiffres, mais en tout cas la tendance elle est énorme. La justice derrière fait obstruction en long, en large et en travers, avec des faux en écriture, des dossiers à charge. Ils perdent les dossiers, ils font circuler les plaintes de commissariat en commissariat pendant des mois et des années. Juste pour un exemple, c'est arbitraire, mais mettons que l'homme a déposé plainte en 2015, peut-être a déposé 3 fois plainte en 2015 pour différents cas de violence avérés, preuve à l'appui.
les plaintes vont rester non instruites. Ils vont dire que c'est en enquête, mois après mois, après mois, après mois. Le problème, c'est que tout ce déni dont il parlait tout à l'heure, déjà personnel, mais sociétal et institutionnel, fait que la victime se dit c'est normal, je dois continuer et reste dans cette situation-là jusqu'au moment où, comme je le disais au tout début, bien acculé au mur, le chien va sauter à la gorge, il va se défendre. Oui, mais alors attendez, messieurs, mesdames. Et là, aujourd'hui, si on a quelqu'un qui nous écoute et qui subit ce que vous viviez oui. dans vos situations de couple, alors aujourd'hui, on se dit que finalement, ça ne sert à rien, Alice. Alors, il faut quoi ? C'est nous qu'on est fous, c'est nous qu'on doit subir, et si on veut s'en sortir, c'est que on compte sur nous-mêmes. Ça fait peur pour toutes ces personnes, Alice. Ça fait peur. Après, je suis pas d'accord avec ça ne sert à rien. Il faut évidemment. Non, mais vous vous rendez compte, la justice, elle n'est pas avec nous. On nous accuse, donc c'est encore plus destructeur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous voyez ? Faut trouver la bonne personne, les bonnes associations, les bonnes institutions pour déjà pouvoir être écouté et être cru avant toute chose. Parce que Daniel, vous en êtes toujours pas sorti de tout ça. Vous en êtes encore en plein dedans. Elle a été condamnée. Elle a eu une condamnation à 2 mois de sursis. Déjà, ce que Ruik a décrit comme une anomalie statistique, si je m'en souviens correctement. Voilà, elle a été uniquement condamnée parce qu'elle a fait une grosse erreur au tribunal. Parce que le juge a demandé, mais madame, vous avez frappé, sans parler de là où on a frappé ou autre chose. Elle a dit, j'ai juste jeté ma main. Donc il n'y a pas d'autre réponse à donner. J'ai juste jeté ma main. Ouais, elle a juste jeté sa main. Vous voyez, elle dormait. Juste jeté sa main. Ah d'accord. Et par hasard, ça arrivait avec le poing, toujours au même endroit, enfin bref. Donc le juge a obligatoirement remarqué, j'appelle ça frapper. Elle a persisté, j'ai juste frappé ma main. Alors là, on prend le juge pour un idiot. Donc elle n'avait pas d'autre choix que de la condamner. Mais alors elle est condamnée. Alors 2 mois avec sursis, elle s'en fiche complètement. Ben oui. S'en fiche complètement. Ben oui. C'est pas pour s'en dire que ça aiderait de la mettre en prison. Rien du tout. Et vous là-dedans, il va falloir que vous repassiez à autre chose, vous reconstruire. Mais il y a vos enfants aussi. Non, mais je peux pas parce qu'il y a les enfants. Alors, je peux pas trop parler des enfants. Vous êtes toujours lié à elle, en quelque sorte, à travers les enfants. Je suis sous la contrainte d'essayer de communiquer avec quelqu'un qui ne s'intéresse nullement à coopérer pour le bien des enfants. Ben oui. J'ai eu pas mal d'exemples dernièrement qui cherchent juste à protéger son ego, à essayer de gonfler son ego, pour qui les enfants n'ont pas, je pense, réellement d'importance. C'est des instruments pour protéger. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce genre de profil chez la femme, l'homme aussi, mais à moindre degré, ils vont se servir des enfants pour protéger l'image maternelle, parce que c'est un déguisement. Il faut savoir que toutes ces personnes savent très bien qu'ils ont un déficit. Dans un film d'horreur serial killer, quoi, vraiment. Hein, j'étais dans un film d'horreur avec quelqu'un qui venait de menacer de me tuer, qui essayait de défoncer la porte derrière laquelle j'étais réfugié, et qui répétait... sur un ton monotone, que je devais ouvrir la porte. Elle me commandait à ouvrir la porte. Elle avait l'habitude de contrôler, vous voyez. Donc c'était un film d'horreur. Le plus dramatique, c'est que pour dire si voilà, vous étiez après, vous êtes séparés, chacun fait sa vie, mais là vous avez des enfants. Non, parce que la manière dont ça fonctionne, c'est que même si la personne est méritante d'une bonne garde à vue, on a passé la nuit au commissariat, parce que au début ils devaient la relâcher à 18h, puis ils l'ont rencontrée, et là ils l'ont gardée la nuit pour la présenter le lendemain. Et on laisse une personne comme ça avec des enfants, celle qui a la garde des enfants, comment ça se passe ? Alors la position par défaut, c'est que le temps qu'il n'y a pas de jugement en urgence ou en intérim, etc., c'est une garde alternée, 50-50. Alors ça, c'est une personne qui a représenté, de toute évidence, un risque de mort. Et donc, je suis obligé d'essayer de coopérer avec cette personne. Enfin, à ce moment-là, elle était sous contrôle judiciaire, donc non, à ce moment-là. Mais je veux dire, comment faire marcher une garde alternée quand on ne peut pas communiquer avec la personne à cause d'une garde alternée, à cause d'un contrôle judiciaire. Déjà, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que quelqu'un qui est allé aussi loin dans les violences puisqu'on est exposé aux violences de cette personne. Ce sont des personnes qui instrumentalisent les enfants, presque sans faute.
Alors, je vois pas comment c'est possible de poursuivre une garde alternée à ce moment-là, mais c'est la loi. Moi, je vois pas comment un homme il peut se reconstruire avec ça, surtout quand là il y a des enfants au On milieu. peut pas. C'est Le impossible. temps que tout ça c'est encore, on peut commencer à se reconstruire, mais on rencontre énormément de difficultés, c'est plus long. Et on n'a pas peur de la violence sur les enfants, Alice. Après, est-ce que ça découle pas après sur les enfants? Parce que là, c'est une épée de Damoclès qu'on a sur la tête de toujours dire bon, quand ils sont une semaine avec moi, ça va, mais quand ils sont une semaine avec elle. Alors, je vais me permettre de juste donner une situation que vit Daniel, il m'en voudra pas, c'est-à-dire qu'il dort beaucoup mieux les semaines où ses enfants sont avec lui. Bah, c'est-à-dire que j'imagine. quand ses enfants ne sont pas là, c'est insomnie sur insomnie, c'est crise d'angoisse la nuit, C'est réveil normal parce nocturne. qu'on a peur d'un coup de fil et qu'il voilà, annoncerait un drame. Quoi, voilà je veux sa dire. vie encore aujourd'hui, voilà. Non, mais des fois, ce qui est fou, bon, parce on arrive déjà presque au terme, hein, on est quasiment à l'heure de notre émission, mais c'est quand on voit que parfois il y a des parents, on leur substitue la garde de leurs enfants parce qu'il y a une seule suspicion de quelque chose. Alors c'est pas pour dire qu'ils font pas bien leur travail, mais là on a la preuve qu'une femme, elle est violente et on laisse des enfants parce que si un jour cette femme elle s'enlève la vie ou elle enlève la vie aux enfants, on va la faire quoi? Ça sera trop tard. Ça fait tellement peur. J'imagine pas dans l'angoisse dans laquelle vous vivez, quoi. Non, mais c'est vrai, Ulrich. Pour le coup, on a des exemples au niveau de l'association où on parle beaucoup des suicides forcés, enfin, de pousser les personnes à faire des suicides sous le joug de violences persistantes et maintenues. Mais il y a aussi le chantage au suicide qui existe. Certaines femmes menacent de tuer leur conjoint, certes. Mais les enfants, même, certaines femmes vont jusqu'à menacer de tuer les enfants. Ben oui. On a même le cas d'une maman qui a alors justement les violences ont quand même explosé au moment où elle est tombée enceinte. C'est fou, quelque aussi, peu ce schéma. symptomatique. Ça confère du contrôle. Oui. Et elles vont jusqu'à dire je vais accoucher, je vais tuer l'enfant, ou je vais accoucher et je vais tout faire pour te broyer avec. Et l'enfant, il n'est même pas encore né, que ça se met déjà en place. Donc, ça peut aller très loin de instrumentaliser l'enfant. Et effectivement, comme il le disait, le côté de l'image maternelle pure et bienveillante et l'épée Damoclès qui permet d'avoir une emprise pour toujours. Hein, d'avoir une emprise pour toujours. Jusqu'à la majorité des enfants. Quoi. Et de manipuler la société autour. Alice, pour terminer dans cette Et émission. j'aimerais rebondir, là, c'est pas tout à fait dans le sujet, mais voyez, quand on entend ces drames familiaux, il y a des suicides collectifs, où tout le monde dit oui, il était fou, il est folle, pourquoi elle a fait ça? Ben, peut-être que certaines personnes n'avaient plus le choix, parce qu'ils vivaient peut-être avec ce profil de personnage, et tellement ils n'en pouvaient plus, ça a pu être pour eux une forme la seule issue. La seule issue, pour protéger également les enfants. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on juge. On est tellement facile à juger sans connaître les Tout à fait. situations. Ça a été un élément majeur dans mon cas. Il n'y a pas toutes les femmes qui ont le fibre maternel. Il y a bien des hommes qui ont le fibre maternel, on pourrait Mais dire. tout à fait. Voilà. Non, je n'ose imaginer pour toutes celles et ceux qui sont parents d'avoir une telle angoisse, une telle peur chaque jour. Mais bon, je sais qu'il y en a qui diront, je vois pas pourquoi vous avez fait des enfants avec elle. Ça serait tellement C'est parce qu'elle est devenue particulièrement difficile après qu'elle a eu un enfant. Eh oui, c'était pas avant. Non. En tout cas, Alice, on arrive au terme de l'émission. J'ai envie de dire malheureusement. Alors peut-être qu'on refera parce que une émission soit à travers la vôtre, soit à travers celle d'Armel, puisqu'on avait longuement discuté pendant 2 heures. Tout à fait. On a déjà de toute façon reposé des dates avec Ulrich sur des thèmes autour un petit peu de tout cela. Mais moi aujourd'hui, le message que j'ai envie de faire passer, c'est si malheureusement vous pensez être dans cette situation, si vous interrogez même sur ce qui se joue dans votre couple en tant qu'homme et qu'il y a une forme de maltraitance chez votre compagne, n'hésitez pas, comme je dis, à introduire un tiers. N'hésitez pas à en parler à des personnes compétentes qui ne vous jugeront pas. Ça peut être via Surtout effectivement. Et à ce moment-là, faites très très attention. Parce que c'est avec l'introduction d'un tiers dans le couple qu'on a le plus de danger. Parce que l'autre personne voit qu'elle n'a plus ce contrôle. Qu'elle n'a plus ce contrôle, qu'elle puisse être exposée au regard d'un tiers. Et c'est exactement à cause de ça que j'ai eu des menaces de mort.
Voilà. Ouais, bah alors. Mais alors, Ouais, non, mais on s'en sort jamais. alors non, mais je veux dire, lorsqu'après, voilà, admettons, si on contacte l'association, si on arrive, voilà, à approcher vers des personnes compétentes, genre juste pour pouvoir en parler. Effectivement, c'est très délicat au début de l'apporter au sein du couple. C'est vrai qu'on ne le conseille pas. Bien sûr. Voilà, mais d'après de ne pas lâcher et de se dire qu'il y a des personnes aujourd'hui peut-être peu, mais qui sont là et qui vous lâcheront pas, quoi, et qui vous aideront à vous sortir. Alors de la situation. on va rappeler aussi bien vos coordonnées, mais tout d'abord ceux de SOS Hommes Battus. Ulrich, vous serez quelqu'un à l'écoute, notamment vous et d'autres, je pense, au sein de l'association, qui pourront apporter les réponses et tout ce qu'il faudra pour que les personnes ne se sentent pas seules et ne soient pas dans une impasse. En effet, aujourd'hui, on a une permanence téléphonique qui fonctionne pas forcément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 aujourd'hui, mais en tout cas, on fait avec les moyens du bord. Nous sommes 3. Moi, parce que j'en ai fait, il m'arrive effectivement de venir en renfort en tant que 4e. Nous avons deux nouvelles personnes qui nous ont rejointes dernièrement et qui seraient certainement amenées à intégrer la permanence, donc on passerait de 3 à 5. On est en train de monter petit à petit une cellule juridique parce que oui, il y a des problèmes quant à trouver, encore une fois, le côté des représentations, ça se décline aussi chez les juristes, chez les avocats, et ils ont du mal à accompagner de manière consciencieuse et dignement leurs victimes masculines. Donc, nous essayons en tout cas de monter une structure en interne afin de au moins dégrossir le terrain, afin qu'une fois que le dossier soit suffisamment solide, il puisse le transmettre à un avocat qui fera, on va dire, les derniers petits pas. Alors ce numéro, Ulrich, justement. Ouais, parce que l'association, elle a un site internet, c'est soshommebattus.org. Elle a un groupe Facebook, elle a une page LinkedIn. Alors le numéro de téléphone, c'est 07 67 97 68 77. Vous pouvez le redire une fois. Alors 07 67 97 68 77. On vous laissera également, on mettra un lien sur notre page Facebook pour que vous puissiez retrouver justement, même si on a déjà mis depuis hier l'émission et donc le logo de cette association. Alice, nous on se retrouve la semaine prochaine, toujours vos coordonnées également, que si on veut aussi vous demander de l'aide. Tout à fait, si on veut me contacter par téléphone, donc c'est le 06 48 72 79 97. Et j'ai également une page professionnelle Facebook, Alice Lecomte Psychanalyse, sur laquelle vous pouvez, on va dire, me contacter en me posant diverses questions. Daniel, merci. Même si je sais qu'on en a dit peut-être un seul dixième ou un centième même de ce que vous auriez pu nous dire, et au vu de tout ce que vous avez pu étudier, et je pense que Alice, on refera largement une émission autour de ce thème. Plein de belles choses, j'espère, en tout cas, surtout pour dans la reconstruction et dans l'avancement. Et on a envie de se dire, vu que la majorité des enfants arrivent, au moins on enlèvera ce bourreau de notre vie, peut-être, j'espère, ou peut-être jamais, je sais pas. Bon, bref, je vais pas faire de voyance, mais c'est vrai qu'on se dit à quel moment ça peut s'arrêter, et on se dit tellement pas que ça peut exister. Voilà, surtout vis-à-vis des hommes. Le problème, c'est que ça existe et ça peut arriver à tout le monde. Ouais, c'est clair. C'est Ulrich ? Oui, j'allais dire, ce qui est certain, c'est que si on ne fait rien, rien ne changera. La moindre impulsion peut par contre amener à un drame, je pense. À un drame, certes, mais en tout cas à peut-être sortir de cette situation-là. Donc je favorise quand même le fait d'en parler, le fait d'agir, d'actionner la moindre manivelle, et bien qu'il y a des obstacles, de continuer de persister quand on parle et qu'on le ressent avec nos tripes. Ouais. Alice, les mots sont dits. Les mots sont dits. Je vais simplement remercier Ulrich d'être présent, et surtout envoyer un grand message d'encouragement à Daniel, qui ne se rend pas compte à quel point aussi il peut être fort, courageux, et à quel point ses enfants ont la chance de l'avoir comme papa, tout simplement. Bravo Alice, oui, j'aurais pas mieux dit, et vraiment c'est des très beaux messages d'encouragement, et dans une détresse qui doit être absolue, et c'est vrai que Daniel a une grande force, et notamment de s'intéresser aussi
du pourquoi de ces gens-là, qu'ils existent. Donc, merci infiniment à tous les deux. Merci à Alice d'avoir introduit encore une fois cette très belle émission. Semaine prochaine, on se retrouve avec un autre thème. Tout Merci. à fait. Ce sera autour de la thérapie des enfants. La thérapie des enfants. Ces enfants qui sont si chers à nos cœurs quand ils font partie de nos vies. On se dit à la semaine prochaine. Belle soirée à vous et merci à tous les De deux. même, Au bon revoir, week-end. merci. Au revoir. Au revoir.